Salut la poiscaille, vous connaissez sûrement la toxicomanie, qui est une fâcheuse tendance à consommer des substances stupéfiantes. Oui, on connaît. Ah, intéressant. Bon, vous connaissez aussi également la kleptomanie, les gens qui ont la pulsion de voler des objets sans raison. Un buraliste vient d'être victime d'un chapardage. Ou même la nymphomanie, qui est l'obsession charnelle. Celle-là, ça me dit rien. Voilà, bon ça c'est un bon exemple de mythomanie, qui est la tendance à mentir tout le temps. Mais bref, au milieu de toutes ces manies, est-ce que vous connaissez la chorémanie? Pas du tout. Choré comme chorégraphie? Ouais, tout à fait. Et c'est pas un hasard puisque ça désigne une danse compulsive. Oui, du coup, ça existe vraiment et c'est absolument redoutable. Voilà, faut pas se fier aux apparences, la manie de danser n'a rien d'inoffensif. Et même, en vrai, c'est la plus terrible qu'on ait citée. D'ailleurs, il y a un épisode tragique de la fin du Moyen-Âge qui l'a prouvé parce qu'il y avait des malheureux Strasbourgeois animés par une mystérieuse force qui se sont mis à danser de manière effrayante et durant un été entier, comme possédés. Alors, pourquoi un tel comportement? Est-ce qu'ils ont tenu? Comment ils ont réussi à continuer encore et encore jusqu'à mourir? Eh bien, sans attendre, laissez-moi vous raconter la terrible épidémie dansante de la Saint-Guy. Bon, nous sommes à Strasbourg le 12 juillet 1518. Et ce matin-là, une certaine Frau Trophéa sort de chez elle, comme à son habitude en fait. Mais contrairement à son habitude, eh bien elle s'est mise à danser une fois dans la rue. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, de s'enjailler tout seul en écoutant de la musique. Sauf qu'on a une époque où il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas non plus d'MP3. Personne ne joue de musique dans la rue non plus. Mais alors, elle, qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi elle se met à danser? Si on en croit son expression à ce moment-là, pas pour le plaisir. En fait, Frau, elle est très crispée, elle n'a pas l'air de s'amuser. Et il y a même quelque chose de très bizarre dans ces mouvements. On peut comparer ça à un mélange de claquettes et de danse contemporaine très anarchique. En tout cas, c'est quand même rapidement physique et crevant de gesticuler comme ça. Et à ce rythme, Frau aurait dû s'arrêter très vite à cause de la fatigue. Mais il n'en fut rien. Elle était tout bonnement incapable de cesser sa danse. Les gens devaient trouver ça ultra bizarre, n'empêche. Ouais, on peut même dire qu'ils se foutaient de sa gueule. Mais le regard des autres n'a pas découragé notre danseuse obstinée. Elle a continué de se trémousser pendant des heures, jusqu'à tomber totalement d'épuisement. En fait, là, ce fut son seul répit. Et dès le lendemain matin, rebelote. Et le jour d'après, encore rebelote. Frau a continué de danser tout le 14 juillet. Pour célébrer la fête nationale. Non. Le 14 juillet, c'est une fête nationale en 1789. Et là, je te rappelle la date. Voilà, c'est pas bon, ça n'existe pas encore. En tout cas, à ce stade, plus personne n'a envie de rire de Frau. Son état est très préoccupant, son visage fait peur à voir, elle est épuisée, sale, ses vêtements d'ailleurs puent la transpi et ses pieds sont en sang. Et elle continue? Ouais, elle continue. Mais attendez, parce que le plus étonnant, c'est qu'elle a même été rejointe par d'autres passants. En fait, de très nombreux autres passants. Et ce fut comme une contagion. Les passants qui la dévisageaient, se sont progressivement laissés tenter les uns après les autres. Et en fait, au bout d'une quinzaine de jours, ils furent une trentaine à se déhancher sans interruption à Strasbourg, sur cette place, dans la rue quoi. Et à la fin août, c'est-à-dire un mois plus tard, ils étaient 400 danseurs. C'est quoi cette épidémie les gars? Et il n'y avait pas non plus de profil sociologique précis là-dedans, il y avait autant d'hommes que de femmes ou même d'enfants. Mais ils n'ont pas tous tenu le rythme. La légende raconte même que certains se sont retrouvés à tomber de fatigue, mais qu'ils ont continué de gesticuler à même le sol. Puis à ce moment-là, vous imaginez bien que la situation alerte les autorités médicales et ecclésiastiques. On se demande quand même pourquoi les gens dansent comme des possédés et surtout, on se demande comment les guérir de cette folie. Et du coup, les médecins influents de l'époque ont eu un diagnostic pour le moins étonnant. En fait, d'après eux, je cite, la danse est un mal naturel causé par un échauffement excessif du sang. Oh, le bluff des médecins. J'étais un peu au doigt mouillé, c'est vrai. Du coup, comment on remédie à cet échauffement naturel? Eh bien, selon les médecins, en les laissant danser jusqu'à ce que ça passe tout seul. Un peu comme un rhume, quoi. Bref, la ville a suivi l'opinion des médecins et des musiciens ont carrément été mis à la disposition des danseurs pour les encourager dans le délire et éviter qu'ils se sentent complètement cons à danser alors qu'il n'y a aucune musique quand même, je le rappelle. Ah ouais, c'est pas banal. Normalement, on met d'abord de la musique pour attirer des danseurs. Ouais, là c'était un peu l'inverse. En fait, il y avait trop de gens qui dansaient et donc ils ont fini par mettre l'orchestre pour amener un peu de cohérence là-dedans, on va dire. Et il y avait des sonorités pour tous les goûts, de la flûte au cor, en passant par le tambour ou même le violon. Bon, et là le souci c'est que non seulement les danseurs avaient un orchestre, mais des chroniqueurs de l'époque racontent aussi que la ville mettait de la nourriture à leur disposition pour ne pas les laisser mourir. Ça fait un peu mauvais genre d'avoir des cadavres alors que les autres continuent à danser, on est d'accord. Et il y avait aussi de la bière et de l'eau. Mais ça c'était peut-être pas une bonne idée, parce que d'après certaines sources de l'époque, ça aurait eu l'effet pervers d'encourager encore davantage de monde à rejoindre ce cercle de possédés. Et donc ce projet qui était censé refroidir le sang, je le rappelle, des danseurs, il a eu l'effet
l'effet inverse, et donc les gens dansaient encore et encore, toujours plus nombreux. Et ce qui devait arriver arriva en fait. La fatigue extrême commençait à faire des morts. Des morts de fatigue, donc des crises cardiaques pour être plus clair. Et là-dessus, petit revirement, la ville a alors décidé d'interdire la musique et d'interdire la danse. Mais les danseurs avaient commencé sans musique, donc ils étaient évidemment capables de continuer sans musique. Et donc après l'hypothèse peu concluante du sang chaud, les spécialistes religieux interprètent le comportement de cette foule comme une possession démoniaque. Aujourd'hui, l'historien John Waller défend une thèse légèrement différente. Pour lui, les Strasbourgeois ont été victimes d'une hystérie collective d'une ampleur jamais vue. Bien que d'autres cas moins impressionnants aient aussi été rapportés en 1374, 1414 et 1514 dans toute la Rhénanie. Là, comme ça, c'est difficile de comprendre ce qu'il qualifie d'hystérie collective. J'ai l'impression que c'est un peu le mot fourre-tout, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mais bon, le contexte est quand même important. Là, à ce moment-là, du coup, dans Strasbourg, en France, c'était quand même la famine, parce qu'il y avait eu des mauvaises récoltes à la fois en 1515 et en 1517. Du coup, en 18, au moment des faits, c'était encore très frugal, quoi. Vous voyez, on avait tendance à bouffer des cailloux. Et d'ailleurs, la population était en même temps frappée de plein fouet par la syphilis. Et ça, c'était à cause de mercenaires français revenant des guerres d'Italie. Et comme tout bon mercenaire, eh bien, ils sont allés au et ils ont ramené la maladie à toute la ville. Oh merde! Et pour ajouter à la morosité de cette ville maudite, eh bien, on craignait également l'invasion imminente des Turcs. Bref, une situation grave, où certaines familles sont carrément obligées de sacrifier leurs enfants qui mouraient de faim. Du coup voilà, on était un peu sur ce level de désespoir. Et justement, la légende raconte que Frau aurait tué son enfant juste avant de sortir de chez elle, ce 12 juillet. Et donc c'est le désespoir qui l'aurait fait danser ? Ouais, c'est ce que pense Waller. Et il est effectivement pas impossible que la détresse psychologique puisse donner lieu à des états de transe. Même si Strasbourg garde sa palme d'or, il y a effectivement une vingtaine d'autres événements comparables qui ont été observés, à moindre échelle, un peu partout dans le monde. Et toujours en lien avec une détresse. Donc voilà, danser pour retrouver une forme d'insouciance festive et oublier tous ses problèmes. Et vu qu'en plus les gens de l'époque étaient très superstitieux, eh bien ils croyaient en la possession divine. Ils se sont persuadés qu'ils étaient possédés et que ça les a aidés à entrer en transe. Sorte de grande hypnose collective, vous voyez. C'est tout simplement une hallucination collective. Et le truc à savoir, c'est que ce genre d'hystérie peut s'avérer assez contagieuse. Surtout dans une population aussi instable. En vrai, ce scénario de transe collective, c'est pas le seul envisagé par les historiens. Certains défendent aussi une thèse beaucoup plus terre à terre. Et selon eux, le coupable, c'est lui. Une céréale ? Oui, et plus particulièrement du seigle. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui a tendance à pousser sur le seigle ? Eh bien, un champignon très particulier qui s'appelle l'ergot. Et ce champignon, qui est soupçonné d'avoir intoxiqué nos danseurs, eh bien, il a comme par hasard des propriétés hallucinogènes, ce qui pourrait peut-être expliquer pas mal de comportements. Absolument, et c'est d'ailleurs en s'intéressant à la structure de l'ergot qu'un chimiste suisse a découvert le LSD en 1938. Il s'appelait Albert Hofmann, et il ne pensait initialement pas que cette molécule ait quoi que ce soit de spécial. Il lui a suffi d'en ingérer une toute petite dose pour se rendre compte de son très gros effet hallucinogène. Donc, un champignon qui pourrait expliquer la danse, mais également les décès, parce que l'ergot n'est pas seulement hallucinogène, il est aussi très toxique. Oh merde! Car même si l'hypothèse de la... Oh, attendez, pourquoi tu grimpes pas colis ? Non mais Doudou, non, je tourne. Car en vrai, même si l'hypothèse de la fatigue est en soi plausible, le corps est censé avoir ses systèmes de défense pour interrompre l'effort avant de décéder. T'es fatigué, t'arrêtes de danser, quoi. C'est basique, quoi. Après, l'ergot n'est pas non plus le seul suspect de nature chimique. Il est aussi supposé que c'est une bactérie à streptocoque qui a provoqué cette transe infectieuse. Et effectivement, cette bactérie est connue pour provoquer des contractions involontaires des muscles en cas de contamination. Ça ressemble bien à notre scénario, ça. Alors ouais, pas mal, mais une danse, c'est pas non plus des contractions involontaires. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est rythmique et qui est harmonieux, quoi. T'es pas en train d'avoir des convulsions, quoi. Et donc, en vrai, on ne sait définitivement pas trop si c'est une hystérie collective, ou même un champignon, ou même une bactérie. Et donc, le mystère demeure encore aujourd'hui. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est comment les autorités ont décidé de gérer la situation de Strasbourg. Et en fait, à court de patience, ils ont fini par enfermer de force les centaines de danseurs dans des chariots, direction Saverne. Et
pourquoi les emmener là-bas? Eh bien parce que il y a à Saverne, qui est à peu près à un jour de voyage, une chapelle troglodyte qui est consacrée à Saint Guy. Et à l'époque, on pense que justement, ce saint a le pouvoir d'exorciser nos danseurs impénitents. Partir en pèlerinage, c'est vraiment le dernier recours. Les gars devaient être très désespérés. Je vous le donne en mille, mais selon l'histoire officielle, ça a marché. Saint Guy a exorcisé tout ce beau monde et ils ont arrêté de danser. Alors bon, c'est peut-être vrai, et ça confirme alors que l'hystérie avait une origine superstitieuse. Parce que si les gens se persuadaient qu'ils étaient possédés par une entité religieuse, on peut aussi annuler selon le même process. Surtout que ce pèlerinage, il a aussi dissous la fête, et donc de toute façon, ça avait de quoi apaiser les esprits. Après, je me demande, quand on les a foutus dans ces chariots, est-ce que les gars ils continuaient à danser non-stop parce que c'était quand même un jour de voyage, ou est-ce qu'ils se sont calmés à ce moment-là? Ça, je sais pas. Mais l'écrivain Jean Telet soupçonne quand même que cette version officielle soit un gros mytho de l'église. Parce que d'après lui, le pèlerinage était un prétexte pour se débarrasser en fait de ces danseurs, casser un peu trop les couilles de tout le monde. Alors ce sont pas les mots exacts de Telet, mais son idée est que l'église a profité de l'occasion pour jeter des chariots dans les ravins et aussi brûler certains hystériques. Oui, c'est un peu extrême là quand même. Et c'était aussi l'avis de l'historien Jules Michelet, qui a résumé élégamment l'affaire par cette phrase. Ce dont on peut être certain, c'est qu'il y eut un autre remède dont on ne voulut pas parler. Du coup, en l'occurrence, cet autre remède, c'est ça. Bon, en tout cas, vous l'avez sans doute remarqué, mais cette histoire très ancienne a pas mal de zones d'ombre, et qui pourrait même presque donner l'impression qu'on ne sait rien du tout. Et effectivement, il y a quand même des grosses incertitudes. Et même notre patient zéro, Trophéa, est soupçonné de ne pas avoir vraiment existé et d'avoir été inventé pour personnifier un peu cet épisode historique. Mais bon, je vous rassure quand même, il y a un consensus historique sur au moins une chose, c'est que cet épisode a eu lieu et quels qu'en aient été les protagonistes ou même les causes, de nombreux habitants de Strasbourg ont passé leur été de 1518 à s'adonner à une danse étrange qui ne s'arrêtait pas. Le traumatisme fut tel que certains sont même restés marqués par la danse. Comme le professeur strasbourgeois Guebwiller qui écrivit quelques années plus tard qu'il fallait absolument limiter les danses, et en particulier les danses obscènes et indécentes. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il arrive dans certaines régions de France que l'on désigne un enfant turbulent comme faisant la fête de la Saint-Guy. Là, désormais, vous connaissez un petit peu plus l'histoire qu'il y a derrière cette expression. Sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.